Le numérique sans empreinte, on en parle tout de suite. Est-il possible de développer un numérique sans empreinte carbone? La sobriété numérique est-elle la seule solution ou bien le numérique peut-il être aussi, lui, une partie de la solution au problème? On voit que des solutions émergent, hein, c'est ce qu'on appelle notamment la green tech. Beaucoup d'innovations, on va en parler maintenant à travers plusieurs initiatives et je vous présente pour cela nos invités. Arnaud Leroy, président du conseil d'administration de l'ADEME. Marc Simeoni, CEO de la société Volpi. Alors, je ne les fais pas exactement dans le même ordre, mais vous remettez tout ça en place, il n'y a pas de problème. Alexis Normand, PDG de Greenly. Véronique Turner, présidente d'Alterway et administratrice et présidente du programme numérique responsable au Syntec Numérique, en charge de l'initiative Planète Tech Care dont nous parlions ce matin. Yann Lechel, CEO de la société Scaleway, et Christelle Heidmann, présidente directrice générale de Schneider Electric France, vice-présidente de la FIEC, la Fédération des industries électriques, électroniques et de communication. Alors, nous allons maintenant nous connecter avec nos intervenants, nos premiers intervenants. Bonjour, bonjour, bonjour. On va commencer peut-être par vous, Arnaud Leroy de l'ADEME. Pouvez-vous nous dire, s'il vous plaît, où nous en sommes et ce que nous savons de l'impact environnemental du numérique? Et notamment, est-ce qu'il y a actuellement un effet confinement, on va dire? Bonjour à toutes et tous, vous m'entendez correctement? Très bien. Bon, écoutez, on en est à un point, on se rend compte de plus en plus du côté, on va dire, versatile du numérique. Un impact environnemental sur lequel je vais revenir, à savoir 5 à 10% quand même de la facture environnementale du pays est liée au numérique, avec principalement un poste au moment de la construction des appareils. Donc 75% de la pollution est générée par la production d'appareils, que ce soit votre smartphone ou votre tablette ou d'autres équipements liés au numérique. Ensuite, on a la consommation, notamment la consommation des data centers en termes énergétiques. Il faut savoir que pour les gaz à effet de serre, que vous mentionnez en introduction, sur la filière numérique au sens large, on parle d'un équivalent de 1% des émissions de gaz à l'échelle mondiale, donc c'est quand même assez conséquent, et je vous invite simplement à comparer au fameux 3% du transport aérien, et vous voyez ce que ça génère comme débat. Donc vous imaginez qu'on est aussi là dans quelque chose qu'il faut prendre en considération. C'est assez nouveau pour tout vous dire, ça fait simplement quelques années qu'on s'intéresse au sujet, parce que pendant très longtemps, c'est quelque chose qui est apparu comme assez impalpable, notamment pour le grand public, et sur lesquels on voit beaucoup d'interrogations se faire jour. Donc, ça, c'est les éléments, on va dire, sur lesquels il faut qu'on puisse avancer et travailler. Et après, il y a aussi un aspect tout à fait autre, qui est l'impact positif du numérique dans l'accélération, l'amplification de la transition écologique et énergétique. Ça, c'est des éléments qui sont aussi à noter. Donc, il faut qu'on arrive à trouver le chemin de crête, les équilibres, et travailler pour réduire justement cette facture environnementale pour bénéficier au plus haut point des opportunités qu'offre le numérique. Donc voilà un petit peu où nous en sommes aujourd'hui. Donc il y a des travaux qui sont en cours, des initiatives. Vous avez mentionné tout à l'heure Planète Care, donc sur lequel on est aussi, on travaille en partenariat. Et moi, je suis ravi qu'on avance vers un partenariat de plus en plus fort entre l'ADEME et Planète Care sur ces sujets-là. On a aussi tout ce qui est relatif à l'éco-conception des logiciels, notamment. Là, on travaille avec l'INRIA. On a aussi un travail qui va être lancé dans les prochaines semaines à destination de la numérisation des PME et des solutions logicielles. Donc voilà, on essaye d'accompagner à travers un appel à projet 300 PME qui vont nous aider à développer aussi les outils logiciels éco-conçus. Donc c'est des outils qui sont vraiment intéressants. Il y a aussi, quand on parle de réparation, je vous en parlais tout à l'heure, les 75% liés à la fabrication des objets, ça nous invite à conserver nos objets beaucoup plus longtemps, les réparer, les faire évoluer. Et là aussi, la loi sur l'économie circulaire qu'on a adoptée au début du printemps dernier prévoit des choses, notamment un indice de réparabilité sur lequel on devra aussi se pencher dans le monde numérique. On prend souvent l'exemple de Seb et je pense qu'il faudra aussi qu'on regarde comment nous pouvons réparer, faire évoluer aussi bien nos appareils, les terminaux, que certains dispositifs logiciels. Donc voilà où nous en sommes aujourd'hui. Donc il y a une vraie ambition, une feuille de route gouvernementale annoncée il y a peu, justement pour travailler à la quantification de cet impact environnemental. Il faut savoir qu'on peut piloter et travailler sur ce qu'on connaît, donc il faut qu'on développe la connaissance,
qu'on travaille et qu'on partage tous ensemble ces résultats d'études, qu'on regarde ce qui se fait aussi à l'étranger. Et je pense que c'est intéressant là-dessus qu'on ait des grands groupes, Georges Schneider Electric, qui aussi puissent abonder en étant présents à l'échelle internationale. Donc voilà, donc quantifier, pouvoir travailler et réduire. Donc ça sera le troisième plan de cette feuille de route sur lequel l'ADEME, avec d'autres, que ce soit l'ARCEP, l'INRIA, nous travaillerons main dans la main avec le secteur privé et j'espère le MEDEF pour qu'on puisse avancer tous ensemble face à un enjeu qui est quand même encore devant nous. C'est une pollution qui augmente, donc il faut qu'on la prenne en considération et surtout qui est quand même très difficilement palpable par un bon nombre de nos compatriotes. Donc il faut qu'on ait aussi un effort de pédagogie pour expliquer les tenants et aboutissants de ce sujet. Voilà ce que je pouvais vous dire en introduction et à disposition pour échanger. Très bien, merci beaucoup Arnaud Leroy. Je précise avant d'aller plus loin que vous pouvez donc poser des questions en allant sur le site num.laref.org. Et puis pour répondre à une question qui était posée tout à l'heure, je vous signale que évidemment toute cette journée, mais également les tables rondes découpées séparément les unes des autres, seront disponibles en replay sur le site de l'AREF. Voilà, fin de la parenthèse, merci. On va rebondir sur ce que vous disiez à l'instant Arnaud Leroy, notamment sur la fabrication des appareils, des terminaux. On sait que ça pèse très très lourd au niveau environnemental. Et il y a quelque chose qui se développe de plus en plus, c'est pour prolonger la vie de ces appareils, la deuxième vie, le marché de l'occasion, la revente. Alors c'est notamment ce que propose l'application Volpi. Volpi, une application qui permet de revendre son téléphone mobile. Il y a pas mal de plateformes aujourd'hui qui permettent de faire ça. Mais vous, Marc Simeoni, vous avez certaines particularités. Que propose Volpi exactement ? Ah, alors, est-ce que votre micro est bien allumé parce qu'on ne vous entend pas ? Voilà. Ah, c'est dommage, on vous voit bien, mais on ne vous entend pas. Que se passe-t-il ? Est-ce que ça vient de chez nous ou de chez vous ? Je pense que ça vient de chez vous, en fait. Votre micro est bien ouvert, allumé ? Est-ce que vous m'entendez mieux comme ça ? On vous entend. Ça pourrait être mieux, mais on vous entend. Allez-y. Écoutez, mon micro fait la grève, j'en suis désolé, donc je vais essayer de parler par ce biais-là. Donc oui, pour nous, très clairement, le numérique, on s'en sert comme un outil de résorption des problématiques environnementales de notre point de vue. On est sur un marché qu'on a abordé avec passion et pas avec un a priori technologique. Avec passion, parce qu'avec mon associé Paul, on a regardé comment est-ce qu'on pouvait entreprendre dans un domaine qui aurait un impact très fort. Et on s'est penché sur le marché du smartphone. Et le smartphone, c'est en même temps le meilleur et la pire des choses. Le meilleur parce que c'est le support de notre vie numérique actuelle, mais c'est aussi la pire des choses lorsqu'on le regarde dans sa dimension environnementale. C'est le principal gisement de déchets électroniques aujourd'hui, bien sûr. C'est aussi une ponction insupportable sur les ressources environnementales. Quand vous pensez que ce petit objet-là consomme 70 kg de matières premières pour être produit, on voit bien sûr qu'il y a quelque chose qui ne tombe pas très rond là-dedans. Et lorsqu'on s'est intéressé aux pratiques de consommation des Français, on s'est aperçu que chaque année en France, on vendait 20 millions de smartphones. Je trouve que le chiffre est abasourdissant, qui remplace 20 millions de précédents. C'est un marché à saturation. Et sur les 20 millions précédents, on n'en collecte que 3 millions. Voilà. Et nous, on était indignés par ces chiffres-là. On trouve que ce n'est pas supportable de vivre dans un monde où 17 millions de smartphones en France seulement, qui sont toujours opérationnels, qui ont une vraie valeur résiduelle, peuvent demeurer dans les tiroirs, ne bénéficier à personne. Ça nous semblait vraiment quelque chose de criminel. Donc, on a essayé de réfléchir comment la technologie pouvait nous aider à résoudre tout ça. Et on a bâti un parcours client grâce à la technologie et le numérique, qui ont cette vertu de raccourcir considérablement la distance entre la conception et l'exécution. Donc un parcours client qui est beaucoup plus fluide, qui nous permet également, grâce à un système de test à distance, de prodiguer un prix qui est un prix beaucoup plus élevé et ferme. Et donc, on essaye de débloquer ce comportement de consommation. Et toujours grâce à la technologie, on a pu, et c'est notre nouvel enjeu, créer un parcours complet de consommation circulaire, puisqu'on propose à nos utilisateurs d'échanger leur ancien smartphone contre un nouveau,
très généralement reconditionné en ne s'affranchissant que de la différence. Et c'est uniquement grâce au numérique qu'on est capable de le faire et qu'on est capable de le faire à distance et de le rendre disponible pour tout à chacun. Donc oui, le numérique, c'est un acte de foi pour nous, pour pouvoir impacter de manière importante ces modes de consommation que l'on trouve très préjudiciables pour l'ensemble de la société. Très bien. Et donc, votre application, on la télécharge sur le smartphone qu'on souhaite vendre, et puis elle fait l'inventaire, elle essaye de déterminer dans quel état est le smartphone, et ensuite elle le propose au marché. Merci, c'est une initiative très intéressante. Une autre initiative dont il faut qu'on parle, c'est Greenly. Greenly est également une application mobile qui calcule l'empreinte carbone de nos achats. Greenly, c'est Arnaud Normand. Est-ce que Alexis. vous pouvez... Pardon ? Alexis, excusez-moi. Vous m'entendez bien ? Alexis. Oui, tout à fait. Alexis. Toutes mes excuses. Alexis Normand. Comment ça fonctionne, Greenly ? Oui, alors, merci. En effet, nous, on est parti du constat, comme ce que disait Monsieur Leroy, qu'on ne peut pas améliorer quelque chose qu'on ne mesure pas. Et donc, on était frappé par le décalage entre quand même une préoccupation qui est devenue assez générale de lutter contre le réchauffement et le fait qu'il y ait très très peu de changements dans notre vie quotidienne. Et il nous a semblé que c'est parce qu'on n'avait pas conscience individuellement de notre empreinte carbone et qu'il fallait arriver à réconcilier finalement l'incitation à long terme qu'on a d'agir contre le réchauffement avec notre capacité en tant qu'être humain à changer nos comportements à très court terme. Et donc l'application Greenly, elle vise précisément à faire un retour sur chaque achat, sur chaque dépense, à construire un tableau de bord individuel de son empreinte carbone. Et on le fait grâce à une possibilité qui est d'analyser chaque transaction bancaire en synchronisant avec votre compte bancaire. L'open banking fait que vous pouvez aujourd'hui disposer de vos données bancaires dans votre appli bancaire, mais aussi dans une appli tiers de confiance agréée. Et c'est ce qu'on fait chez Greenly. Donc, pour chaque dépense, on fait une estimation d'empreinte carbone. On se base énormément d'ailleurs sur des données publiques comme celle de l'ADEME pour le faire. On automatise ce calcul, on automatise la construction d'un tableau de bord et on s'aperçoit que quelle que soit la dépense, il y a toujours une alternative plus verte, il y a toujours une alternative responsable et donc on automatise aussi cette recommandation. Alors, on le fait dans l'application Greenly. Il se trouve que, ce faisant, on a développé une expertise d'analyse de la transaction bancaire. Donc, on le fait aussi maintenant pour les banques qui souhaiteraient rajouter à l'intérieur de leur propre application mobile un calculateur d'empreinte carbone. Donc, la BNP et Hello Bank ont mis ça chez elles et on est en discussion pour des déploiements avec pas mal d'autres acteurs en France et à l'étranger. Et puis, dernier point, on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait beaucoup de PME qui n'avaient pas forcément la possibilité de faire des bilans carbone avec des fichiers Excel et des consultants qui le suivent. Et donc, il y avait aussi un besoin d'automatisation. Et donc, on a lancé un logiciel pour que ces PME puissent automatiser la collecte de données et donc accélérer le processus du bilan carbone. Donc, évidemment, d'ailleurs, on est ravis d'en discuter avec beaucoup d'entre vous ici et particulièrement l'ADEME pour leur montrer nos travaux. Voilà. Très bien, super, une initiative intéressante également. Alors, deux initiatives qui viennent de jeunes entreprises, des jeunes pousses. Il n'y a pas que les startups qui innovent, et les grands groupes également, les grands groupes industriels, et notamment Schneider Electric. Christine Heidmann, donc Schneider Electric est fournisseur de solutions qui permettent de réduire l'empreinte carbone des technologies. Ce sont des solutions que vous développez de plus en plus dans tous les secteurs, résidentiels, professionnels, industriels. De quelle manière est-ce que véritablement ça permet d'avoir un impact, de réduire son impact environnemental ? Oui, alors ça fait très longtemps que Schneider Electric est engagé et nous, notre mission, c'est de faire en sorte que chacun finalement tire le meilleur parti de son énergie et de ses ressources. Et donc on déploie des solutions pour nos clients qui sont essentiellement dans le B2B. Donc, vous l'avez dit, le bâtiment, l'industrie, les centres, les infrastructures du numérique, les data centers. Et donc, à deux titres, c'est-à-dire qu'on déploie des solutions un peu sur la base de ce qui a été d'ailleurs décrit par les entrepreneurs précédents, à savoir
accompagner les industriels sur l'utilisation le plus longtemps possible de leurs infrastructures. Et donc, les produits que l'on conçoit, pour certains, doivent durer 30 ans, 40 ans. Donc, on n'est évidemment pas du tout dans la logique de la vitesse de renouvellement qu'on voit de certaines technologies du numérique. Néanmoins, en complément, on vient rajouter de l'intelligence, on vient mesurer l'impact carbone de toutes les solutions et tous les produits que l'on vend, et il faut bien mesurer ce que ça représente. Donc on est engagé déjà depuis très longtemps, ça fait des années que l'on travaille sur mesurer l'impact carbone de chacun des produits que l'on vend. Donc il faut bien imaginer que pour Schneider Electric, c'est colossal. On parle de centaines de milliers de composants qu'il faut analyser pour comprendre. Schneider Electric, c'est des centaines de milliers de références de produits. On l'a fait pour 80% de notre chiffre d'affaires. On le met à disposition de l'ensemble de nos partenaires et de nos clients sur notre site MySchneider et sur les applications mobiles qui les accompagnent. Et donc, ça va permettre ensuite d'aller enrichir les bases de données des clients, de faire en sorte que nos prestataires, nos partenaires, installateurs, électriciens puissent accompagner les clients dans la compréhension finalement de l'impact carbone, de l'impact environnemental, ressources des produits que l'on met en œuvre. Et puis effectivement, comme vous le disiez, les solutions que l'on vend, que ce soit dans le bâtiment, que ce soit dans les infrastructures du numérique, vont permettre d'aller rendre plus efficaces ces infrastructures. Quand on parle des bâtiments, et c'est un sujet qui est colossal, dont on parle beaucoup dans le contexte du plan de relance actuellement, la rénovation des bâtiments, on a souvent tendance à penser rénovation du bâti. Or, aujourd'hui, on sait que les bâtiments sont massivement inefficaces, et tout à l'heure, Bertrand Piccard le citait dans son intervention. Il y a beaucoup de petites solutions très simples qui ne vont pas aller adresser les enjeux de passoires énergétiques, mais qui vont permettre d'aller faire de la mesure dans les infrastructures, dans les bâtiments publics en particulier, qui sont aujourd'hui peu équipés. On peut aller mettre en quelques jours, en maximum 2-3 semaines, des outils de mesure, des outils de pilotage qui vont permettre de gagner entre 5 et 30% de consommation sur un bâtiment. C'est colossal si on le multiplie à l'échelle du parc installé. Et c'est bien ça l'enjeu, puisqu'en fait, on ne décarbonera pas l'économie et le parc installé sans recourir à ce type de solutions qui sont effectivement des solutions qui embarquent du numérique. Et de la même façon, les infrastructures du numérique, les data centers, aujourd'hui, on travaille avec les plus grands clients mondiaux, les fameux web giants, ont construit des data centers qui sont neutres en carbone. Et on pense évidemment à la consommation énergétique de ces data centers, mais c'est vraiment le cycle de vie, l'ensemble des ressources qui vont rentrer dans les composants qui font finalement ces gros data centers sur lesquels on travaille. Et aujourd'hui, c'est possible. Tout ça, évidemment, c'est beaucoup d'innovation. Ça passe par des solutions agiles, des logiciels de pilotage, mais ça passe aussi par des produits, du hardware qui doit être conçu de façon éco-responsable. Et de plus en plus, évidemment, c'est des choses que l'on met en œuvre, nous, industriels, qui opérons évidemment à l'échelle mondiale. Et on le voit bien aujourd'hui, c'est un vrai avantage concurrentiel. Il y a des pans entiers, des industries entières. Aujourd'hui, tous les industriels qui définissent des feuilles de route de neutralité carbone vont, de la même façon qu'on l'a fait, et on a pris des engagements forts de neutralité carbone d'ici 2025, ça veut dire aussi qu'on va travailler avec tous nos fournisseurs, PME, grands groupes, à l'échelle mondiale pour accompagner ce mouvement-là, et ça passera forcément par toutes les technologies qui ont été citées ici, qui peuvent être à la fois des technologies lourdes, on va dire, qui nécessitent beaucoup d'investissement dans la durée, mais aussi toute l'agilité que permettent des solutions logicielles et des applicatifs. Juste en 2 mots, les produits en question, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des objets connectés ? Alors, c'est toujours, c'est des objets connectés, alors qui vont dans le bâtiment, qui vont, c'est aussi simple que des petits capteurs sur la température, l'humidité, la pression, quand on est sur les circuits de refroidissement dans les bâtiments. Et puis derrière, tous les bâtiments sont équipés de tableaux électriques. C'est très, très simple de venir rajouter un système de comptage sur ces tableaux électriques qui permettent ensuite de faire des analyses très, très fines et de mettre à disposition des utilisateurs, que ce soit le gestionnaire d'un site ou bien les utilisateurs, les occupants d'un site, finalement d'aller dans des analyses beaucoup plus fines. Et évidemment, c'est là où le big data permet aujourd'hui de dériver des courbes de comportement et de faire des analyses, y compris sur les déviances de comportement des équipements dans les infrastructures. Aujourd'hui, la plupart des sites sur lesquels on vient faire un audit, que ce soit des sites industriels, des bâtiments,
on détecte immédiatement des économies d'énergie de par les mauvais règlements des équipements. Et c'est vrai à l'échelle des logements, c'est vrai à l'échelle des bâtiments, des infrastructures. Et donc ça, évidemment, les industriels, ils sont très habitués, puisque quand on travaille sur son outil de production et ses enjeux de compétitivité, on est en permanence en train de faire des réglages. Mais dans des bâtiments, on n'a pas l'habitude d'aller à la cave, de regarder quel est le règlement de la chaudière, et puis de s'assurer surtout que finalement, le bâtiment va obéir et va être optimisé en fonction des usages réels dans les bâtiments. Or, on sait très bien que voilà, les écoles ne sont pas occupées pendant les week-ends et que les bureaux ne sont pas occupés une grande partie aussi du temps. Et la période d'ailleurs du confinement l'a largement montré. Très bien, parfait. Merci beaucoup, Christine Edman. Alors justement, vous parliez des data centers, les fameux data centers, hein, qui sont souvent montrés du doigt. On sait qu'ils sont très très gourmands. Un data center, ça consomme beaucoup d'énergie à la fois pour faire fonctionner les ordinateurs, pour le refroidir, etc. On va s'intéresser à la société Scaleway avec Yann Lechel, Scaleway, qui est un opérateur de cloud fondé par Xavier Niel. Et vous avez mis au point, sur au moins un de vos data centers, hein, c'est bien ça, un système de refroidissement qui est très innovant. Vous pouvez nous expliquer ça ? Oui, absolument, merci. Oui, donc on parle de DC5 chez nous, qui est notre quatrième data center en région parisienne. Et ce data center a une particularité d'un point de vue énergétique, c'est qu'il n'en consomme que très peu. C'est-à-dire que le fameux PUE, l'indicateur de consommation et d'efficience énergétique, chez nous est au plus bas, puisque traditionnellement, on utilise une part d'énergie pour le calcul, en tout cas pour le microprocesseur par exemple, et une part d'énergie pour le refroidir. Et notre PUE dans ce data center, tout compris, est de 1,15. Donc on n'utilise pas du tout d'énergie en réalité pour refroidir la chaleur générée par le calcul, parce qu'on utilise un processus qui s'appelle le refroidissement adiabatique. Et ce processus, en fait, est tout simplement un phénomène qui existe depuis des millénaires, en Afrique notamment, qui consiste à faire évaporer de l'eau pour générer un grand courant d'air. Et donc, la meilleure efficience énergétique est celle qui consiste à ne pas consommer d'énergie, et c'est bien évidemment le cas ici. Donc, ce data center formalise un processus physique naturel. La subtilité ici, c'est que on l'a industrialisé dans un data center assez conséquent, 11 000 mètres carrés, qui est segmenté en salles différentes. Et donc, la question principale qui se posait était celle de la stabilité du dispositif dans le temps. Et aujourd'hui, nous avons 2 ans d'opération continue sur ce data center, 8 saisons, 2 canicules, et le data center n'a pas bronché, au contraire, pendant les canicules, il a même mieux fonctionné que les data centers traditionnels. Voilà, donc avec très très peu d'eau, hein, puisque pour faire de l'évaporation, évidemment, il faut de l'eau, mais cette eau est traitée de manière très naturelle, elle est filtrée, et elle génère ce courant d'air géant, avec un brassage d'air lorsque finalement il fait froid dehors, mais le processus est tout à fait fonctionnel, absolument vertueux, et nous permet d'envisager en tout cas une efficience énergétique, tout en étant par ailleurs dans un achat d'énergie qui est déjà non carboné. Donc ça se passe par des certificats, mais en tout cas le data center est probablement un des meilleurs en Europe de ce point de vue. Mais ce système n'est implémenté actuellement que sur un seul de vos data centers. Est-ce que ça veut dire que c'est encore très expérimental ou vous pourriez le déployer à plus grande échelle et de quelle manière? Quel est le coût d'une telle installation? Alors, un data center engendre des coûts de construction qui sont conséquents et ensuite il faut le remplir avec des serveurs. Donc le sujet qu'on évoquait tout à l'heure, nous avons d'autres data centers et comme évoqué par ailleurs aussi, les cycles s'inscrivent dans des décennies, plusieurs décennies. Donc nos data centers précédents ont été construits il y a 10 ans, 15 ans. Ce data center n'a que quelques années et nous avons évidemment pour vocation à construire d'autres data centers selon ce modèle. Mais c'est une question aussi de notre croissance d'un point de vue du remplissage des salles avec nos serveurs, puisque nous avons aussi une activité de CSP, de Cloud Service Provider. Donc, on fournit à la fois des data centers que l'on loue
à des tiers. Nous exploitons nos propres data centers pour y héberger nos serveurs que nous louons soit au mois, soit à l'heure. Et ça, c'est le modèle du cloud public qui est sur une progression tout à fait dynamique, une croissance à 2 chiffres soutenue chaque année. Donc, on parle d'hyperscaler. Nous sommes nous-mêmes un hyperscaler. Très bien. Super. Ben, effectivement, on sait que c'est pour les opérateurs de data center un vrai défi à relever, hein. Alors, vous, c'est ce procédé étonnant. Google, c'est aller mettre les data centers au pôle Nord. Microsoft, les mettre sous la mer, etc. Donc, c'est bien, continuer à innover et essayer donc essayer de nous trouver des solutions qui pourront faire qu'on utilise le numérique avec un peu moins de mauvaise conscience parfois. On va donner la parole à notre dernière intervenante que nous n'avons pas encore entendue. Je suis vraiment désolé. Mais tout de suite, je vais vous céder la parole. C'est Véronique Turner. Véronique Turner, donc, je rappelle, vous êtes présidente d'Alterway et vous êtes également en charge de l'initiative Planète Tech Care, qui est une initiative pour aider finalement toutes les entreprises à mieux se comporter d'une certaine manière. Vous pouvez nous présenter un petit peu Planète Tech Care ? Oui, vous m'entendez bien ? Oui, pas mal, ça va. Oui. Bon, alors du coup, merci beaucoup. Et je suis ravie en fait des échanges précédents puisque en fait ça me donne l'opportunité de recruter de nouveaux adhérents à notre initiative Planète Tech Care entre Volpi, Greenly et Schneider Electric. J'espère qu'à l'issue de cette présentation, vous serez motivés pour nous rejoindre et puis plus globalement. À tous les entrepreneurs et entrepreneuses qui nous écoutent, j'espère qu'ils nous rejoindront très très vite. Alors, quel est l'enjeu de Planète Tech Care ? On l'a dit en introduction ce matin et puis ça a été redit là, c'est vrai que le numérique, il a un double enjeu. Il doit aider à la transition écologique et on sait qu'il n'y aura pas de transition écologique sans transition numérique, mais le numérique doit faire sa part parce que le numérique a cette dimension pharmacologique que disait Bernard Stiegler, qui est à la fois potion-poison. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le numérique a également une empreinte environnementale et que cette empreinte peut s'accélérer avec l'usage du numérique. Donc, Planète Tech Care part du constat qu'il y a une urgence pour les acteurs qui utilisent le numérique, c'est-à-dire les acteurs qui fabriquent du numérique, mais ceux qui l'utilisent, les acteurs aussi de la formation, ceux qui forment demain les nouvelles générations, que ce soit sur des angles technologiques ou plus métiers, appréhender ce sujet-là. Alors, comment le faire ? On voit qu'aujourd'hui, il existe énormément d'initiatives. C'est un secteur qui est très atomisé. Il y a des gens qui travaillent sur cette thématique du numérique et environnement depuis 10, 15 ans, mais ça reste encore très atomisé. Donc, Planète Tech Care, l'ambition, c'est à un moment donné fédérer des initiatives existantes. Donc, l'ADEME fait partie des initiatives existantes, mais on va retrouver The Shift Project, l'Institut du numérique responsable, le Green IT, l'AGIT, des acteurs qui travaillent sur l'innovation comme les pôles de compétitivité avec Systématique, le SIGREF évidemment, qui regroupe évidemment tous les décideurs de l'IT. Sinov Numérique, qui regroupe aussi les tout petits acteurs, c'est important, ça a été dit, évidemment, cette problématique doit être appréhendée par les grands acteurs, mais aussi par les petits acteurs. Et donc, Planète Tech Care regroupe des initiatives existantes, aujourd'hui une dizaine, mais on est en train de consolider d'autres initiatives, y compris des initiatives régionales, et c'est important aussi de s'adresser aux clusters existants régionaux. Et puis d'autre part, on s'adresse à des acteurs qui veulent s'engager, des acteurs de la tech. Donc évidemment, les adhérents de Syntec Numérique, moi je suis au conseil d'administration de Syntec Numérique et Planète Tech Care est une initiative portée par Syntec Numérique parce qu'on estime qu'aujourd'hui le numérique responsable est un axe stratégique pour le numérique, mais ça ne concerne pas que les acteurs de la tech, il y a aussi des acteurs qui sont utilisatrices de la tech, et là vous allez retrouver plein d'entreprises, je vais vous donner quelques noms emblématiques, alors évidemment il y a l'ADEME qui est signataire, il y a Scaleway dans les acteurs de la tech qui est signataire, vous allez retrouver des acteurs comme Pôle emploi, le Crédit du Nord, Danone, le groupe La Poste, Euraseo, le groupe L'Occitane, Kering, Suez, Veolia, AXA, Score. Bon, vous voyez, un certain nombre d'acteurs, là je vous donne des grands noms, mais évidemment il y a aussi plein de PME qui sont impliqués. Vous avez des acteurs de la formation, ça va de Simplon, en passant par des acteurs comme Epitech, l'École 42 jusqu'à l'École Polytechnique de Paris, qui sont engagés aujourd'hui. Alors comment ils s'engagent ? Ils s'engagent au travers d'un manifeste. Ce manifeste, on l'a voulu assez léger parce qu'on veut engager le plus possible, le plus massivement possible. Donc il dit 3 choses ce manifeste. 1, on reconnaît que le numérique a une empreinte environnementale. 2, on souhaite la mesurer. Et 3, on souhaite la maîtriser, voire la réduire.
cette petite subtilité entre maîtriser et réduire est importante parce que vous avez dans nos signataires des acteurs qui sont tout petits et qui sont en croissance. Évidemment, ce sera plus difficile pour eux de réduire, mais ils vont s'engager à la maîtriser. Nous ne mettons pas d'objectif quantitatif ou de délai. L'objectif, comme je vous l'ai dit, c'est un engagement massif pour pouvoir engager le maximum de personnes, d'entreprises dans cette trajectoire de réduction, de maîtrise de son empreinte environnementale. Une fois que vous avez signé le manifeste, vous vous retrouvez dans une communauté et vous allez avoir accès tous les mois à 1 ou 2 ateliers qui vont être fournis par les partenaires, donc les sachants. Donc là, cet après-midi, vous avez le premier atelier de Planète Tech Care, puisque c'est une initiative qui a été lancée le 8 octobre dernier à Bercy, avec le soutien fort de nos 2 ministres, Barbara Pompili et Cédric O. Donc, on a un premier atelier en tout début, je crois que c'est à 15h45 exactement, qui sera un atelier de retour d'expérience. 3 acteurs vont s'exprimer pour 3 signataires, vont faire des retours d'expérience. Ils sont assez matures sur le sujet, ils vont indiquer comment ils ont fait leurs premières mesures, où ils en sont en fait dans cette trajectoire de réduction. Donc, le programme propose des ateliers tous les mois, tout au long de l'année, et qui permettent de gagner en maturité. Soit ce sont des ateliers de partage d'expérience, soit ce sont des ateliers plutôt de formation, soit ce sont des ateliers plutôt techniques qui vous présenteront des méthodes, des outils. L'initiative aussi, à un moment donné, ça sera de présenter un annuaire des acteurs qui vous aident, qui vous accompagnent dans votre trajectoire. Ça pourrait être, par exemple, des acteurs comme Greenly ou Volpi qui pourraient être référencés, en fait, dans cet annuaire. Il pourrait avoir des acteurs de la quantification, des acteurs qui sont plutôt dans le conseil. L'objectif pour nous est de passer de l'engagement à l'action et de faciliter ce passage à l'action. Donc, il y a un enjeu au niveau de Planète Tech Care de massification. Donc, c'est pour ça que là, je fais un appel à tous les entrepreneurs qui nous écoutent. C'est important, aujourd'hui, on n'est pas loin de 150 signataires. L'objectif est rapidement à 500, puisque vous comprenez que sur un atelier, on va être facilement capable de pouvoir former, partager de l'information, débattre avec des milliers de personnes sur un seul atelier. Donc là où avant, chaque acteur dans son coin pouvait être dans un impact d'une centaine de personnes, là on va pouvoir, je dirais, tout de suite avoir un impact plus majeur. Et évidemment, Planète Tech Care veut aussi se positionner à une échelle européenne, parce qu'on ne peut pas traiter de ces sujets-là sur on va dire, dans une dimension que franco-française. Et donc, nous discutons déjà avec des acteurs européens, nous discutons avec Digital Europe, qui est un acteur qui réunit différentes fédérations européennes sur la tech. Nous discutons également avec le commissaire européen en charge du Green Deal pour lui présenter en fait du coup cette initiative et voir comment on peut passer à l'échelle au niveau européen et construire ensemble des communs. Ces communs sont des méthodes en open source, ce sont des bases de données en open data qui permettent d'engager le plus possible d'acteurs et les aider à mesurer facilement. Puisqu'aujourd'hui, ça a été dit aussi, ça a été dit ce matin, ça a été redit là également, c'est pas toujours simple pour une PME en fait de pouvoir faire ce travail de mesure. Et donc, l'objectif de tout ça, c'est de faciliter ce travail à tout acteur qui veut s'engager. Merci Véronique Turner. Et donc effectivement, je précise que c'est à 15h45 cet après-midi l'atelier sur Planète Tech Care. Il nous reste 1 minute. On a eu quelques questions et notamment une, je vais peut-être vous la poser à vous, Arnaud Leroy de l'ADEME. Question intéressante, où trouver des bases de données avec des facteurs, des éléments chiffrés concernant les émissions de CO2 pour faire son propre bilan carbone lié au numérique? Écoutez, il y a une base historique, le bilan GES que vous trouvez sur le site de l'ADEME. Après, il faut aussi qu'on soit réaliste. Je le disais tout à l'heure, on apprend en marchant sur le numérique. Donc, il y a pas mal de données liées au numérique qui ne sont pas encore excessivement bien documentées par rapport au bilan GES. Vous savez, c'est toujours un débat assez compliqué de devoir donner des chiffres, des données par rapport aux émissions. Donc du coup, là, honnêtement, je pense qu'on n'est pas totalement mûr sur bon nombre de postes liés au numérique parce que c'est assez récent, c'est en train d'être consolidé. C'est notamment ce qu'on discute aussi avec
Planète Tech Care, c'est des enjeux comme ça qu'il faut qu'on regarde, qu'on arrive à documenter et surtout qu'on soit d'accord sur les méthodologies qu'on peut utiliser. Donc vous voyez, on a encore un petit peu de travail pour qu'on puisse vraiment bien documenter ce sujet-là. Ouais, on manque encore un peu de data. Hein. Finalement, on en revient toujours à la même problématique. Très bien. Eh bien, écoutez, le chrono clignote. Ça veut dire qu'il faut qu'on s'arrête. Merci à tous. Merci encore, même ceux qui n'ont pas pu peut-être parler trop longuement puisque vous étiez assez nombreux. Mais c'était très intéressant. Arnaud Leroy, Marc Simeoni, Alexis Normand, Véronique Turner et